Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour voyager un petit peu dans l'espace et dans le temps. Merci à toute l'équipe du Musée des Confluences, notamment Julien Frappa pour l'organisation et l'invitation. C'est un plaisir donc de vous présenter en fait ce projet qui a donné naissance en fait à un livre publié il y a quelques années maintenant. Mais c'est un livre en fait à cheval un petit peu entre mon métier, la paléontologie, et une autre discipline, on va dire, que j'aime bien, la science-fiction. Et on va faire le lien, en fait, entre paléontologie et science-fiction. Alors, a priori, vous devez vous dire, bon, c'est pas évident, d'accord, ils reconstituent les dinosaures, entre autres, hein, avec certaines parties manquantes. Eux, paléontologues, on peut se demander d'ailleurs comment ils font, c'est ce qu'on va voir en partie ce soir. Et on va voir, justement, quelles leçons on peut tirer des fossiles, du passé, de l'évolution des espèces, non pas pour prédire le futur, parce que l'évolution des espèces n'est pas prédictible, mais pour imaginer en fait des formes de vie possibles d'une manière fictive, encore une fois. C'est ce qu'on appelle en fait la biologie spéculative, c'est-à-dire à partir de l'état de nos connaissances actuelles, comment peut-on imaginer des formes de vie? Alors ça peut être sur d'autres planètes, en attendant de découvrir réellement des espèces extraterrestres, bien sûr. C'est les travaux notamment des collègues exobiologistes. Ou alors, ça peut être dans le futur, un futur plus ou moins proche en fonction de l'état de la biodiversité, dont on va parler effectivement aujourd'hui, ce soir, et puis en fonction de l'histoire de cette biodiversité, qui est une histoire très riche. On va le voir aussi. Alors c'est justement un projet, Demain les animaux du futur. C'est avant tout en fait une histoire humaine, puisque c'est un long travail collaboratif que j'ai effectué avec un collègue et un ami, Marc Boulet, qui est à l'origine en fait du projet et qui est paléo-artiste. Ah, alors paléo-artiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un artiste qui vient du paléolithique. C'est un artiste spécialisé dans les reconstitutions paléontologiques. Donc là, on le voit, c'est un montage, un photomontage de Marc en plein travail avec une incrustation des espèces nombreuses qu'il a reconstituées en 3 dimensions sur des bases scientifiques. Là, on est dans un travail de paléo-art, de reconstitution paléontologique. Alors, espèce sympathique, c'est presque un dinosaure en fait. C'est pas encore un dinosaure, c'est un pareiasaure, c'est un autre groupe de reptiles qui a évolué sur Terre il y a environ 250 millions d'années. Moi personnellement, on est tous très spécialisés en paléontologie. J'ai des collègues qui travaillent sur les dinosaures, d'autres collègues qui travaillent sur l'évolution des mammifères, des collègues qui travaillent sur les planctons fossiles, par exemple, des micro-paléontologues. Personnellement, moi je travaille sur ce qui se passe un petit peu avant les dinosaures et notamment sur un groupe particulier qu'on appelle les stégocéphales. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici, mais dans l'expo permanente, il y a un joli stégocéphale, c'est-à-dire une sorte d'amphibien ancien de 1 mètre à 6 mètres de long, qui hantait, on va dire, les écosystèmes d'eau douce principalement, plusieurs dizaines de millions d'années avant les dinosaures. Alors voilà un travail de reconstitution 3D de Marc Boulet qui a été fait minutieusement. Donc c'est une sculpture 3D qui est ensuite travaillée dans un studio photo numérique virtuel pour travailler en fait l'aspect esthétique de la reconstitution. Mais cette reconstitution-là est effectuée sur des bases paléontologique, c'est-à-dire que quand je rentre de mes différents terrains de prospection et de fouilles en Afrique, en Asie ou ailleurs, en Europe aussi et en France, je donne toutes mes observations, toutes mes données scientifiques à Marc, qui va engranger en fait mes croquis, mes dessins, mes observations directes sur les ossements fossiles que je trouve à l'état sédimentaire entre guillemets. Et lui va s'imbiber en fait de ces données-là. C'est un artiste naturaliste, il connaît quand même assez bien le vivant. Il a des vivariums, il a des aquariums chez lui pour observer directement des petits amphibiens ou des serpents. Ou voilà, c'est un fan en fait de faune et de flore aussi. Et il va aussi beaucoup s'imbiber de documentaires animaliers, par exemple, pour essayer de
visualiser au mieux le squelette fossile ou le fragment de squelette fossile d'une manière vivante. Et ça, c'est vraiment un travail formidable, à cheval entre art et science, justement. Nous, paléontologues, ça nous permet de sortir un peu aussi de notre contexte très formaté, hein, puisque au CNRS comme au Muséum d'histoire naturelle à Paris, on doit tous les ans publier les résultats de nos recherches sous forme de publications scientifiques, c'est-à-dire des écrits qui sont très normés, qui sont très formatés, et dans ces articles-là, il y a ce qu'on appelle des planches anatomiques, donc où on décrit les fossiles en vue latérale, en vue dorsale, en vue ventrale, en vue occipitale, en vue de derrière les fagots, etc. C'est très, si vous voulez, chirurgical. Et le fait de travailler avec des artistes, que ce soit 3D ou 2D, nous ouvre un petit peu les domaines de discussion et nous permet d'imaginer aussi avec eux, grâce à eux, les animaux vivants. En fait, c'est une notion de vie qu'on n'a pas forcément à force de travailler sur des vieux fossiles d'environ 250 millions d'années. Alors cette évolution, en fait, de ces formes très anciennes, elle date de 370 millions d'années exactement. Vous avez ici une sorte d'arbre illustré avec un autre artiste, justement, qui s'appelle Alain Beneteau, qui travaille donc en 2 dimensions, au niveau paléo-reconstitution, et qui a illustré, en fait, une sorte d'arbre généalogique. Enfin, c'est pas de la généalogie, en jargon scientifique, ça s'appelle de la phylogénie. On étudie les relations de parenté entre les espèces fossiles et actuelles, quand on peut, et on propose, en fait, des arbres d'évolution. Donc, on voit déjà 2 silhouettes en haut, à droite, qui sont assez proches de nous, hein, un petit lézard et puis une petite grenouille, et on voit que, en fait, dans les temps profonds, dans les temps lointains, il y a plusieurs centaines de millions d'années, eh bien, ces formes de vie que l'on observe aujourd'hui, qui sont encore vivantes, viennent d'un espèce de stock d'amphibiens fossiles assez originaux. Vous avez ici le fameux Diplocolus avec sa tête de boomerang. Il n'était pas volant, hein, il était aquatique. Et puis, vous venez de voir un des proches cousins, en fait, ici, d'Eryops ou de Mastodonsaurus, sous la forme d'une reconstitution en 3D. Alors, c'est une histoire donc très ancienne, 370 millions d'années, et voilà un petit peu le matériel fossile de base. Hein, là, vous avez une forme qui s'appelle Acanthostega. Bon, c'est un des premiers tétrapodes, en fait. Alors, tétrapode, voilà encore un autre terme un petit peu compliqué, mais pas si compliqué que ça, en fait, quand on fait un petit peu d'étymologie. Tétra, c'est 4, et podos, c'est le pied. Donc, c'est un des premiers tétrapodes, moins 370 millions d'années. Est-ce que nous sommes des tétrapodes ? Oui. Oui, oui, les tétrapodes aujourd'hui, ce sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Plusieurs milliers d'espèces. Et quand on se tourne vers l'histoire paléontologique en fait, de ce grand groupe, eh ben, on observe des formes assez originales. Là, vous avez une forme de vie d'environ 1,50 m de long. Vous reconnaissez ici le crâne. Ça, c'est facile, c'est la colonne vertébrale. Une petite patte avant. Alors, c'est pas complet, hein, c'est un fossile, mais on a d'autres spécimens aussi complémentaires qui viennent du même gisement, qui appartiennent à la même espèce, et on va donner en fait toutes ces données, c'est le cas de le dire, à l'artiste Marc Boulet, 3D, qui va proposer petit à petit des reconstitutions, des sculptures 3D. Alors, on peut commencer en fait le travail à l'aide de scans. Aujourd'hui, on a des méthodes modernes de scan, de micro-tomographie à rayon X. Alors c'est encore un terme barbare, mais en gros, c'est une radio en 3D. Vous mettez le fossile dans une machine, le fossile tourne sur son plus grand axe, et puis il est bombardé par des rayonnements X, et vous obtenez en fait une radio du fossile en 3D. Alors ça, c'est très précieux pour nous parce qu'on peut pénétrer à l'intérieur même de la structure osseuse pour observer des différences entre des animaux terrestres, des animaux aquatiques, des animaux volants. On peut confirmer certaines hypothèses, on peut aller plus loin dans l'interprétation en fait, des formes de vie fossiles. Alors, Marc commence son travail parfois directement grâce à des scans 3D, et puis il affine petit à petit en fait, ces sculptures
sous forme de va-et-vient entre le scientifique et lui. En gros, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme un logiciel classique de dessin assisté par ordinateur. Hein. Ce sont des calques, sauf que les calques sont en 3D. Voilà, ça se lit comme une bande dessinée. Là, vous avez un scan d'un crâne d'un babiroussa. Alors, c'est pas un stégocéphale, hein, c'est un suidé, une sorte de cochon, si vous voulez, connu aujourd'hui. Hein, ça existe encore aujourd'hui en Indonésie. Et ce que vous pouvez faire avec ce logiciel-là, qui est un logiciel de sculpture 3D, hein, c'est vraiment pour les sculpteurs 3D, c'est pas un logiciel d'infographie ou d'animation 3D. Tous les créatures designers d'ailleurs d'Hollywood ou d'ailleurs connaissent bien le logiciel en question, qui sert vraiment de méthode importante pour imaginer et créer des monstres quand vous êtes dans la science-fiction ou diverses formes de vie imaginaires. Donc vous avez en fait des sortes de couches 3D. Vous avez le squelette ici, vous rajoutez les globes oculaires par exemple, la langue. Ensuite vous rajoutez en fonction de la forme des os, ça c'est important en paléontologie, parce que la forme des os, la présence ou pas d'apophyse, c'est-à-dire d'expansion osseuse qui soutient le tendon, qui lui-même soutient le muscle, la taille et la forme va vous indiquer en fait le volume musculaire et donc la silhouette déjà de l'animal. Donc on peut remonter en fait assez loin grâce à des observations faites sur des espèces actuelles que l'on connaît bien. En fait, on a des muscles, on a des parties molles qui ne sont pas souvent préservées, voire très très rarement préservées à l'état fossile. Mais on peut en fait reconstituer petit à petit l'espèce de portrait robot en fait de l'animal. C'est un petit peu le travail du médecin légiste qui va disséquer un cadavre pour essayer de trouver les conditions du meurtre ou les conditions de la mort en fait de l'individu. Et donc ça, c'était un exemple, on va dire classique, avec cette espèce de cochon bizarroïde d'Indonésie. Voilà ce que ça donne en fait avec Acanthostea, qui est un des premiers tétrapodes dont on a vu en fait les fossiles tout à l'heure. Voilà un petit peu la résolution qu'on peut obtenir. Alors c'est une reconstitution qui a déjà quelques années, que j'ai remis ici volontairement, en 2006. C'est pas 2019 effectivement, mais c'est pour vous montrer un petit peu aussi l'évolution des techniques. On a des formes qui sont assez, des résolutions assez précises, et puis on retrouve un petit peu ces crânes d'amphibiens anciens aplatis, avec des formes de vie qui étaient plutôt finalement aquatiques que terrestres. Et du coup, on en est venu en fait à se poser des questions sur l'apparition des pattes, hein, des membres. Si ces formes de vie-là étaient aquatiques, voire même marines, d'après le type de sédiments, à quoi pouvaient bien servir en fait leurs pattes, hein, parce qu'on sait que ces formes de vie-là sont dérivées de poissons à nageoires charnues, c'est-à-dire à nageoires robustes, qui évoluaient à peu près dans les mêmes écosystèmes il y a environ 400 millions d'années. Et soudain, grâce aux fossiles, on observe que dans l'évolution du groupe, ces formes de vie-là, ces espèces de poissons bizarroïdes, se voient en gros pousser des pattes, mais tout en restant dans la flotte. Donc là, on est venu à recorriger un petit peu notre copie quant aux premières fonctions en fait, des pattes, qui servaient finalement plutôt d'organes de stabilisateurs ou agrippeurs, plutôt que de membres porteurs pour ériger en fait le corps hors de l'eau. Donc vous voyez que la paléontologie, grâce aux fossiles et à l'avancement aussi des technologies, est une science finalement elle aussi en perpétuelle évolution. Alors on passe du passé à moins 370 au futur avec ce portrait d'un collègue géologue qui s'appelle Dougal Dixon, avec qui Marc Boulet, le paléoartiste de tout à l'heure, à l'origine de Demain les animaux du futur, a travaillé. C'est un géologue imaginatif, car en fait, ils ont travaillé ensemble sur un documentaire de biologie spéculative en japonais qui s'appelle Kraken, Adventure of Future Ocean, où ils ont imaginé des formes de vie marine dans quelques millions d'années. Et en fait, Marc, peut-être 10 ans ou 15 ans après ce projet
avec Dougal Dixon, géologue écossais, m'a rappelé en me disant « J'aimerais développer mon propre univers, est-ce que tu es partant? Est-ce que tu me suis ?» Je lui ai dit « Écoute, je suis libre dans 10 millions d'années, il n'y a pas de problème. On peut travailler sur une projection, encore une fois, et non pas une prédiction de forme de vie future dans 10 millions d'années. Pourquoi pas ?» Et c'est devenu Demain les animaux du futur qui, la boucle est bouclée, a été traduit en japonais. Les Japonais sont très friands en fait de biologie spéculative et puis de créatures design en général. Les créatures design, c'est une discipline en fait à la fois artistique et scientifique qui consiste encore une fois à imaginer des créatures, hein, les Pokémon ou autres. Là, on n'a pas fait des Pokémon, on a fait des formes de vie que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, voilà un livre qui m'a aussi inspiré. Un livre de Dougal Dixon qui s'appelle The New Dinosaurs. Alors là, on est dans l'évolution spéculative. C'est une sorte d'uchronie évolutive. Il s'est dit, je vais imaginer des dinosaures, on met les oiseaux à part, hein, parce que les oiseaux sont des dinosaures à plumes. Mais il s'est dit, tiens, je vais m'amuser à imaginer des dinosaures aujourd'hui qui ne se sont pas éteints il y a 66 millions d'années. Quelle tête ils auraient en fonction de la tectonique des plaques, en fonction des climats. Et il a proposé en fait ce livre-là, qui est traduit en français, qui s'appelle « Les dinosaures d'aujourd'hui », et que je vous recommande si vous êtes amateur de biologie spéculative. C'est vraiment un travail original qui nous a mis effectivement la puce à l'oreille en ce qui concerne l'imagination du futur. On n'est pas les premiers à avoir imaginé un futur probable. On ne sera pas les derniers. Le futur appartient à tout le monde. D'ailleurs, Dougal Dixon a réitéré avec Afterman, A Zoology of the Future, où il imagine justement d'autres formes de vie, à plus 50 millions d'années environ. On a aussi, dans les années 82, un collègue paléontologue, Dale Russell, canadien, qui, un jour, en décrivant un squelette d'un petit dinosaure bipède, gracile, avec une grosse tête, a été surpris par le volume des structures endocrâniennes, autrement dit la taille du cerveau, proportionnellement par rapport au volume et à la silhouette en fait, de l'animal. Et il s'est amusé avec son collègue taxidermiste à imaginer une évolution humanoïde, c'est très anthropocentrique, mais du dinosaure en question. Ils ont d'abord, à partir du squelette, fait une sorte de sculpture, alors là, sculpture traditionnelle, et non pas numérique en sculpture 3D, mais un modèle en fait réel, si vous voulez. Et puis ensuite, ils se sont dit, tiens, on va imaginer une sorte de projection futuriste de ce dinosaure, parce que il s'appelle aujourd'hui Troodon, le dinosaure. À l'époque, il y a quelques dizaines d'années, il portait pas exactement le même nom, parce que les noms en paléontologie, les noms de genre ou les noms d'espèces, enfin plutôt les noms de genre, peuvent changer en fonction de l'état des connaissances actuelles. Et ils ont proposé une sorte de vision, certes anthropocentrique, mais qui a le mérite d'exister en termes d'évolution spéculative. Et puis plus récemment, il y a une bonne dizaine d'années, il y a la BBC, des équipes anglaises en fait, qui ont sorti une série documentaire qui s'appelle The Future is Wild, qui est passée aussi en France et qui a mené à un livre notamment, où là ils imaginent différentes évolutions possibles dans plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années. Alors on s'est dit, on va faire la même chose, mais en essayant de ne pas faire un copier-coller, évidemment. Et avant nous, encore une fois, dans les années 60, il y a même des biologistes, notamment un certain Grasset, qui était un biologiste réputé pour ses travaux d'anatomie comparée et de diffusion des connaissances. Il a proposé une sorte de canular, en faisant croire au grand public et à la communauté scientifique qu'ils avaient découvert des mammifères cryptiques sur une île perdue au milieu du Pacifique, je crois, et des mammifères caractérisés par un énorme nez, lui-même sujet à différentes fonctions. Vous avez en fait ici une sorte de souris bizarroïde qui marche sur un nez dichotomique.
Vous avez une autre forme de mammifère avec un nez en forme de toupie qui est censé creuser le sol, un peu comme la taupe, et qui vit dans des terriers sur cette île abandonnée. Bon, tout ça, c'est de la science-fiction, on est d'accord. Mais c'est ça qui est croustillant, c'est que le résultat de cet exercice intellectuel, finalement, a été publié sous la forme d'une sorte de traité de mammalogie, donc d'études des mammifères. Et la leçon à en tirer, dans la préface, en fait, c'est une sorte d'avertissement. On s'est basé aussi sur cette phrase-là. Biologiste, mon bon ami, souviens-toi que les faits les mieux décrits ne sont pas toujours les plus vrais. Et c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui que malheureusement, il y a des intox, il y a des fake news. Donc faites attention aussi, bien sûr, à ce que vous lisez et aux sources, surtout, des vecteurs dans les médias que vous pouvez analyser. Alors, quand Marc m'a appelé pour me dire, bon, ok, on va s'amuser à imaginer une faune et une flore du futur. On va prendre 10 millions d'années parce que c'est pas trop loin dans le temps par rapport à l'histoire de la Terre. La Terre a 4500 millions d'années, 4,5 milliards. Elle a encore à peu près 5 milliards d'années à vivre. D'après les astrophysiciens qui connaissent bien en fait notre étoile, le Soleil, et l'évolution en fait des réactions nucléaires au sein de notre étoile. Il y a une classification des étoiles qui existe et on connaît en fait l'évolution de ces étoiles en fonction du type de soleil entre guillemets. Donc on sait que dans 5 milliards d'années, notre étoile n'aura plus de combustible et avant d'imploser, elle va d'abord imploser et ensuite exploser. Le rayon du Soleil sera à peu près celui du système solaire. Donc, tout disparaîtra. Alors, on a quand même encore 5 milliards d'années devant nous. Ça va, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Si on ne bousille pas la planète d'ici là, on a encore des chances, en tout cas, de voir de la vie, bien sûr, sur Terre. Alors, 10 millions d'années, du coup, à l'échelle des temps géologiques, qui est la mienne. Moi, c'est pas pour être snob ou pompeux. Les astrophysiciens, eux, manipulent leur unité de temps. En fait, c'est le milliard d'années. Bon, quand on travaille en paléontologie ou en géologie, notre unité de temps, c'est le million d'années. Et 10 millions d'années, finalement, c'est pas si loin dans le temps. Encore une fois, à l'échelle géologique. Et quand je me suis lancé dans cette aventure avec Marc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais apporter comme information scientifique ? Comment blinder, entre guillemets, ces formes de vie que l'on va imaginer avec un maximum de paramètres scientifiques connus, modélisés dans 10 millions d'années. Bon, je me suis dit, d'abord, on va regarder ce qui se passe au niveau climatique. Alors, au niveau climatique, je ne parle pas de la météo, je parle bien du climat. On observe au cours des temps géologiques, vous avez ici un graphique en milliers d'années, un graphique qui montre en fait l'évolution des températures globales. Donc à l'échelle de la planète tout entière, on observe, et on le sait, une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. En ce moment, on est dans une période interglaciaire. Si on ne dérègle pas le climat, dans quelques milliers ou plusieurs milliers d'années, on rentrera dans une période glaciaire. Winter is coming, pour les fans du trône de fer. Et dans 10 millions d'années, en fait, la période de ces événements-là est trop faible pour savoir si dans 10 millions d'années, la Terre sera en période glaciaire ou interglaciaire. Donc je lui ai dit, écoute, on ne peut pas trop parler de climat, je ne peux pas te donner des données paramétrées sur le climat dans 10 millions d'années parce que les collègues climatologues et géologues n'en savent absolument rien puisque ce qui se passe, les variations de température globale au niveau des périodes sont beaucoup trop courtes à l'échelle du million d'années. Donc on a supposé, hypothèse de travail pour cet exercice intellectuel, que dans 10 millions d'années, on sera en période, comme aujourd'hui, en période interglaciaire. Ensuite, je me suis dit, bon, si le climat ne peut pas aider, peut-être qu'il y a des choses à voir du côté de la magnétosphère. Alors la magnétosphère, c'est quoi ? C'est une sorte d'enveloppe naturelle tout autour de la Terre. Vous savez que la Terre, c'est comme une sorte de, j'aime bien la comparaison avec Paul Éluard, d'orange bleu. Et l'écorce de cet orange bleu est constituée de morceaux, d'une mosaïque de plaques. C'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques, qui bougent.
Et ça bouge parce que, on va le voir, hein, que ça bouge vraiment, ça bouge parce que la Terre est un système dynamique où il y a des variations en fait entre ce qu'on appelle la croûte, donc l'écorce de l'orange si vous voulez, et le cœur, ou en tout cas le manteau, ce qu'il y a entre le cœur et la croûte en question. Et tout ça, ça bouge, et en bougeant, si vous voulez, dans l'espace, cette espèce de jolie toupie bleue qu'est la Terre, elle fonctionne comme une sorte de dynamo, et elle crée une sorte de champ magnétique qui, heureusement pour nous, et pour toute la vie sur Terre, sert de bouclier contre, pour ne pas se prendre de plein fouet. Là, vous avez en fait notre étoile. Alors, c'est schématisé, hein, c'est pas bien sûr à la même distance, proportionnellement par rapport au diamètre, et puis il faudrait rajouter bien sûr d'autres planètes. Mais le Soleil, lors d'éruptions solaires notamment, nous envoie ce qu'on appelle des vents solaires qui sont porteurs de rayons ionisants, mutagènes, voire létaux pour la vie. Et grâce à cette espèce de dynamo naturel, eh bien, on a une sorte d'écran magnétique qui a sans doute permis à la vie d'évoluer, de se diversifier au cours des temps géologiques. Sauf que, de temps en temps, au cours de ces mêmes temps géologiques, on observe des variations entre le pôle Nord et le pôle Sud. Donc on parle de période inverse, quand le pôle Nord magnétique est au niveau du pôle Nord géographique, période normale, pardon, et de période inverse quand c'est le contraire. La dynamo, des fois, le plus et le moins, hop, il s'inverse en fait dans un sens ou dans l'autre. Donc tout ce que vous voyez en fait en blanc, ce schéma-là est un peu trompeur, mais c'est écrit en anglais, c'est pas grave, c'est presque pareil que le français. En blanc, vous avez reversed, c'est les périodes inverses, et puis en noir, ce sont les périodes normales. Alors si on s'amuse à prolonger ce graphe-là dans 10 millions d'années, eh ben, on ne peut pas savoir, vu l'absence de périodes régulières, aussi bien en termes de durée qu'en termes de répétition d'événements, on ne peut pas savoir si dans 10 millions d'années, on sera en période normale ou inverse. Donc là, j'ai dit à Marc, écoute, exit aussi les variations magnétiques naturelles de la Terre, puisque dans 10 millions d'années, on n'en saura rien. Donc on a, pareil, hypothèse de travail, on a posé que pour notre exercice, dans 10 millions d'années, on sera en période normale. Ouf. Alors, la tectonique. Il reste la tectonique. La tectonique, c'est quoi ? Je l'ai dit, en fait. Hein, c'est le mouvement, la danse des plaques, les unes par rapport aux autres. Alors, ce n'est pas forcément la danse des continents. La tectonique, oui, c'est aussi une danse. Mais là, vous avez, par exemple, la plaque africaine qui contient bien le continent africain, mais aussi une partie de l'Atlantique Nord, enfin presque nord, une partie de l'Atlantique Sud, une partie de l'océan circumpolaire, une partie de l'océan Indien. Et on voit ici, c'est une carte du monde actuel, hein, avec en jaune des petits points qui correspondent en fait à des séismes enregistrés sur Terre. Grâce à des sismographes ou des satellites, on connaît bien l'activité en fait tellurique de notre planète. Et comme par hasard, les séismes se situent au niveau de la jonction entre les plaques tectoniques. C'est là où l'énergie s'échappe, en fait, parce que vous avez des frontières entre les plaques. Alors d'ailleurs, Wegener, qui était météorologue à l'époque, avait très bien vu qu'on pouvait, par l'esprit, emboîter l'Amérique du Sud, ici, avec l'Afrique. Les côtes sont à peu près, en fait, les mêmes. Encore fallait-il le prouver d'une manière scientifique. C'est ce qu'il avait quand même commencé à faire. Et puis ensuite, on a des modèles, grâce, encore une fois, aux satellites, beaucoup plus précis. En ce qui concerne les mouvements, on est entre 3 et 6 cm par an. Bon, vous allez me dire, ok, super, 3 à 6 cm, vous pouvez rester sur les côtes normandes, vous ne verrez jamais le Brexit géologique de l'Angleterre qui continue à s'écarter un petit peu parce que la Manche est sur une petite zone de rifting de rien du tout par rapport à cette grande zone-là. Et pourtant, bon, ça bouge un petit peu ici, quoi, entre autres. Mais à l'échelle du million d'années, 3 à 6 cm, ça fait 30 à 60 km. Et vu que le million d'années est notre unité de temps, quand on accélère et qu'on remonte le temps, voilà ce que ça donne. Alors vous allez avoir un petit compteur à droite qui va vous indiquer justement les millions d'années. Vous êtes prêts ? C'est parti.
hop, on voit déjà bien qu'il y a environ 200 millions d'années, tous les continents étaient regroupés en un seul mégabloc qu'on appelle la... Très bien, je vous le remets parce que vous êtes calés. Et puis on voit que, voilà, avant la Pangée, il y avait encore autre chose, bien sûr, et que tout ça bouge finalement assez rapidement quand 1 million d'années, c'est presque une seconde, finalement. Alors, du coup, tout ça est modélisé par les collègues géologues, tectoniciens, qui sont spécialistes en fait de l'étude des plaques tectoniques, et on a pompé un petit peu leur logiciel. En fait, on leur a demandé finalement de quelle pourrait être, en fonction de leur modèle mathématique, bien sûr, la configuration de la Terre dans 10 millions d'années. Donc, en gros, au lieu de cliquer sur moins 250 millions d'années, comme c'était le cas, par exemple, avec les stégocéphales qu'on a vu tout à l'heure, on a cliqué sur plus 10 millions ou plus 20, 15 millions d'années. Voilà. Voilà la Terre. Voilà un modèle, en tout cas tectonique, de la Terre dans 10 à 20 millions d'années. On n'est pas à 1 million d'années près. Bon. Alors, qu'est-ce que vous observez? Vous observez déjà qu'il n'y a plus de mer Méditerranée, que la plaque africaine a continué en fait de monter vers le nord tranquillement pour augmenter en fait les Alpes. C'est ça, les Alpes. C'est un morceau de plaque africaine qui est de plaque eurasiatique qui se rencontrent. Hein. En gros, quand vous avez deux plaques qui se rencontrent, ça fait ça. Alors je fais ça, mais en fait, il y a toujours une plaque qui est un peu moins dense que l'autre et qui va passer en dessous et qui va faire une sorte de plissement. Mais à notre échelle à nous, le plissement, c'est une chaîne de montagnes. L'Himalaya, typiquement, c'est la plaque indienne, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est remontée assez rapidement vers le nord, qui a percuté en fait la plaque eurasiatique et qui a donné naissance à la chaîne de montagnes qui s'appelle l'Himalaya. On observe que l'Australie va continuer sa petite dérive tranquille vers le nord-est, que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud vont de plus en plus se disloquer. C'est une carte d'ailleurs qui plairait beaucoup à Trump. Et donc que la géographie change. Alors, à l'échelle de l'évolution de la vie, ça ne va pas changer grand-chose, mais à l'échelle du brassage génétique, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y aura plus ou une barrière peut-être aquatique entre l'Eurasie et puis l'Afrique. Par contre, un isolement encore plus marqué en Australie. Donc, si vous voulez, cette carte-là, en fait, c'est comme dans les jeux de rôle ou plutôt les jeux de plateau, elle nous a servi de carte de base pour poser nos pions et imaginer en fait nos espèces du futur. Alors pour imaginer les espèces du futur, on s'est tourné aussi vers le passé et on a observé, on n'était pas les premiers évidemment, que les formes de vie évoluent aussi en fonction des contraintes du milieu externe. Si vous êtes un vertébré, c'est-à-dire un animal constitué en fait d'un squelette interne, hein, on parle d'endosquelette à la différence des arthropodes, par exemple araignées, scorpions, crustacés, etc., qui possèdent un exosquelette. Si vous êtes un animal composé d'un endosquelette et que vous êtes aquatique, et que vous êtes plutôt un bon nageur, prédateur, évoluant en fait en eau, dans une colonne d'eau en fait assez importante, vous allez avoir une pression en fait qui va s'exercer sur le milieu. Vous allez avoir la sélection naturelle qui va agir, qui va retenir ou pas des formes en fait qui vont présenter une sorte de symétrie. Hein, pour l'équilibrage du corps. Alors la symétrie n'est pas la symétrie bilatérale en tout cas, hein, comme c'est le cas de ces trois formes de vie-là, qui ont finalement la même silhouette, hein, à cause des pressions en fait du milieu aquatique. Encore une fois, la symétrie bilatérale en tout cas n'est pas obligatoire. Hein, les méduses, par exemple, ont une symétrie radiale et s'en sortent très bien dans l'eau depuis des centaines de millions d'années. Hein. Donc ce sont des observations récurrentes, mais ce ne sont pas des lois. Il n'y a pas de loi dans l'évolution des espèces. Hein, contrairement à ce qu'on pensait au siècle dernier, on pensait que l'évolution était une sorte d'augmentation de complexité qui allait grosso modo de la bactérie jusqu'à l'homme, avec l'homme évidemment au summum de l'évolution. Tout ça a été revu et corrigé.
On parle de buissonnement évolutif. L'évolution n'est pas une ligne droite ou une chaîne avec des chaînons manquants que les paléontologues s'acharnent à découvrir. En fait, l'évolution, c'est une sorte de buisson très touffu, très dichotomique, et chaque espèce est retenue ou pas en fonction de la sélection naturelle, et nous appartenons à une petite branche avec le reste du vivant sur Terre. On parle de convergence évolutive pour expliquer cette action du milieu sur la silhouette globale, assez proche en fait de ces trois formes de vie qui n'ont a priori quand même rien à voir entre elles. Vous avez un poisson osseux ici, poisson. Vous avez un reptile marin qui évoluait dans les océans à l'époque des dinosaures, qui s'appelle un ichthyosaure, très bien. Et puis vous avez ici un mammifère aquatique de type cétacé, un dauphin. Donc on s'est bien sûr inspiré de ces phénomènes récurrents au cours de l'évolution pour imaginer des formes de vie futures. Et puis on s'est dit, est-ce que l'évolution, la courbe d'évolution de la biodiversité au cours des temps géologiques peut nous aider? Bon. Alors voilà, en vertical, en fait, le nombre de familles animales et végétales, et en horizontal, vous avez l'échelle des temps géologiques. 0, c'est aujourd'hui, et moins 100, moins 200, moins 300. On voit que la vie visible, en tout cas, hein, et non pas microscopique, parce qu'elle existait avant moins 600 millions d'années, cette vie microscopique bactérienne, on voit que le nombre de familles augmente au cours du temps, qu'il y a des pics d'extinction, 6 extinctions à peu près avec celles qui nous arrivent en pleine tronche aujourd'hui. Et on voit que on peut, à la rigueur, dégager certaines grandes tendances avec des pics, des doubles pics. Peut-être qu'il faudrait en rajouter un, du coup, ici. C'est ce qu'on a fait. Et puis des sortes de grandes tendances aussi vers une augmentation de la biodiversité. Alors encore une fois, ce sont des observations, ce ne sont pas des lois. Il peut y avoir une météorite là, dans 2 millions d'années, si on est encore là, qui tombe sur Terre et qui ravage tout, comme ça a été le cas ici, il y a moins 250 millions d'années, ou alors, à l'époque des dinosaures, il y a moins 66 millions d'années, vous êtes là. Regardez, le pic n'est pas très grand. On parle d'une grande extinction massive, parce qu'elle touche évidemment les dinosaures, mais il y a moins 250 millions d'années. Ici, vous avez une crise de la vie monstrueuse, moins 90% d'extinction quand vous comptez les espèces. Moins 90%, ça veut dire que les 10 espèces survivantes, elles se rediversifient et donnent naissance notamment à des reptiles de type dinosaurien, etc. Et puis certains reptiles donnent naissance à certains mammifères, etc. Donc on a prolongé, par l'imagination bien sûr, en fait, ces espèces d'observation. On a plongé, en fait, crise de la biodiversité, 6e extinction. Et puis on imagine que dans 10 millions d'années environ, vous voyez, c'est pas très large à droite, 10 millions d'années, c'est pas grand-chose finalement, que peut-être que la vie se rediversifiera pour atteindre un niveau, on va dire, d'occupation en termes de nombre de familles à peu près comme aujourd'hui, mais avec des familles différentes, avec des formes de vie différentes. Et puis on s'est dit, qu'est-ce que nous racontent les anciens en termes de futur ? Et dans l'origine des espèces, 1859, Darwin n'étant pas le premier évolutionniste. Au passage, on a souvent tendance à dire que Darwin, c'est le premier scientifique qui a formulé en fait l'évolution des espèces. C'est faux. Il y avait un certain Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, qui, en 1809, année de naissance de Darwin, a publié un livre qui s'appelle Philosophie zoologique, où justement il met le doigt et il formalise en fait une autre théorie ou un autre modèle d'évolution des espèces qu'on appelle le transformisme. Donc Darwin n'est pas le premier, mais Darwin a le mérite d'avoir posé le modèle de sélection naturelle qui est observé encore aujourd'hui et qui est observé au cours de l'évolution en fait de la Terre avec les fossiles. Alors qu'est-ce qu'il dit le papy Darwin sur le futur? Il dit ça, nous pouvons jeter dans l'avenir un coup d'œil et prédire que, alors lui il y va franco, prédire, que ce sont les espèces les plus communes et les plus répandues, appartenant aux groupes les plus considérables de chaque classe qui prévaudront ultérieurement et procréeront des espèces nouvelles et prépondérantes. Alors ça c'est intéressant, on s'est dit tiens,
On va appliquer finalement cette phrase à la lettre, quasiment, en regardant l'état de la biodiversité actuelle. Alors l'état de la biodiversité actuelle, voilà les chiffres, en gros, hein, c'est des chiffres à prendre à la louche, ou au tractopelle, comme vous voulez, c'est des nombres d'espèces, 1 500 000 pour les arthropodes, hein, insectes, araignées, crustacés, etc. C'est énorme, mais c'est pas aussi énorme que les bactéries. J'ai même pas mis de chiffres ici, parce que c'est plusieurs centaines de milliers d'espèces de bactéries. Pardon, hein. Nous sommes presque des écosystèmes à bactéries. Hein. Vous en possédez à peu près, en fonction de vos indices corporels, 1,5 à 2 kg sur vous. Grâce à elles, vous pouvez respirer, digérer, etc. Donc, en ce qui concerne l'imagination et le futur, il nous a été difficile de faire du neuf, en fait, avec du vieux, puisqu'en plus, les bactéries, elles sont sur Terre depuis plusieurs milliards d'années. Elles ont des formes déjà complètement bizarroïdes. Il y en a certaines avec des sortes de piquants, double flagelle. Enfin bon, on s'est dit, on va mettre les bactéries de côté et puis on va s'occuper de la vie macroscopique pour des raisons aussi artistiques. Quoique Marc, en ce moment, est en train de travailler sur de la biologie spéculative de petites formes de vie. Mais bon, ça sera le sujet peut-être d'une autre conférence. Les plantes aussi intéressants, les plantes 300 000 espèces, les mollusques 130 000 espèces, balèzes, les mammifères 5 400 espèces, etc. Les poissons 32 000 espèces, les oiseaux, les reptiles. Donc on s'est dit, bon, logiquement, on va commencer à bosser sur les arthropodes. Et puis on s'est amusé à choisir finalement, hein, c'est une question de choix tout ça, choisir des espèces un petit peu emblématiques ou horrifiques, comme ce joli scolopendre, qui est cosmopolite. C'est une espèce, Scolopendra subspinipes, pour les fans de nomenclature zoologique, et qui vit donc un peu partout, qui est un carnivore assez vorace, prédateur, qui est terrestre, voire souterrain. Hein. Je ne vous conseille pas trop de retourner une pierre et de tomber sur un scolopendre parce qu'il est muni de crochets à l'avant qui sont venimeux. Un peu comme les araignées qui ont des... L'araignée ne pique pas, l'araignée mord. Hein. Elle a des crochets qui s'appellent des chélicères d'ailleurs, qui lui permettent de se défendre et de tuer ses proies pour les liquéfier presque vivantes afin de les ingurgiter parce qu'elle ne peut pas digérer la pauvre à l'intérieur de son organisme. Bon, c'est encore autre chose. Alors on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas, on a souvent pris des contre-pieds en termes d'adaptation, imaginer un scolopendre volant. Bon, alors pour imaginer un scolopendre volant, il faut se pencher sur la constitution des arthropodes, et notamment de ces espèces de mille pattes, qui sont constituées de segments. En fait. Et chaque segment présente une paire ou plusieurs de pattes, justement, et puis vous pouvez multiplier les segments. Et le segment en question est composé d'une partie dorsale et d'une partie ventrale. Et on s'est dit, bon, pour imaginer un scolopendre volant, on va élargir en fait latéralement la partie dorsale du segment. Alors c'est pas un scolopendre qui vole avec un vol battu, c'est un scolopendre très large et très plat, qui va se déplacer d'arbre en sautant et en essayant d'effectuer un vol plané de manière à cibler en fait sa proie et à tomber dessus, la mordre et puis se nourrir. Voilà le dessin original où on a juste un élargissement, ce qu'on appelle des tergites, hein, donc la partie dorsale en fait des segments. Et puis, quand j'ai soumis cette idée-là en fait à Marc, en sachant que Marc est à l'origine de 90% des espèces de demain les animaux du futur, il m'a dit « Ok, bon, tu dessines bien, c'est bien, mais je vais quand même le refaire en 3D d'une manière un peu plus aboutie en termes de biomécanique. On a une sorte finalement de cerf-volant organique. Avec, à chaque fois, on a essayé de justifier, si vous voulez, en fait, les modifications, les sortes de morphing qu'on fait sur les formes de vie vivantes en fonction de ce qu'on connaît aussi dans la nature actuelle. Ça, cette espèce de phénomène-là d'adaptation au vol plané, c'est déjà connu chez les serpents. Par exemple, il y a des serpents très plats, aplatis latéralement, qui chutent, ils font une sorte de base jump, en fait, à moitié contrôlée, pour s'enfuir ou pour tomber sur une proie. Et puis quand tout ça est traité
d'une manière un petit peu naturaliste. On a une jolie planche anatomique qui nous explique justement la constitution précise de ce Scolopendra volans. Alors, au niveau des noms de genre et des noms d'espèces, je me suis éclaté, puisque il y a des petits noms qui font référence soit à des groupes de musique, comme les Daft Punky, qui sont des oiseaux du futur avec des plumes en forme de casque bizarroïde. Il y a une espèce Spooky aussi, pour les fans de Star Trek. On s'est vraiment régalé. On a planché aussi sur les mollusques. Alors les mollusques, comme on l'a vu tout à l'heure, 130 000 espèces quand même, donc on s'est dit, tiens, c'est quand même pas mal, et on va notamment plancher sur des mollusques qui nous affectionnent particulièrement, qui sont les céphalopodes, bien sûr. Pourquoi les céphalopodes? Parce que quand vous regardez des documentaires animaliers sur ces formes de vie-là, elles sont surprenantes. Elles sont intelligentes quelque part, parce qu'on parle même de culture animale. Elles sont capables de, notamment chez la seiche, la seiche commune, Sepia officinalis, elle est panchronique, c'est-à-dire qu'elle est cosmopolite en plus, on la trouve dans toutes les mers du globe, donc peu de chances, a priori, qu'elle s'éteigne, même s'il y a même avec la sixième extinction. Et on a utilisé en fait cette capacité des seiches actuelles à se camoufler, à changer de texture, à changer de structure, à interagir avec ses congénères, etc. Et on a notamment imaginé une sorte de seiche géante qui a un manteau, ça s'appelle le manteau, super élargi, en forme d'ailette, un petit peu comme les raies manta actuelles, et qui occuperait les niches écologiques des raies manta d'aujourd'hui, justement. On l'a appelé Rhombosepia. Rhombo, en fait, c'est le losange. Rhombosepia. Alors voilà, Rhombosepia, on a imaginé en fait un élargissement ici, tout ça est en 3D, bien sûr, un élargissement du manteau, avec une fusion partielle des tentacules, de manière à obtenir une sorte de pseudo-mâchoire, toujours pour la prédation. Mais du coup, on n'a plus de propulsion vers l'arrière. On a un mode de déplacement, toujours aquatique, bien sûr, qu'on appelle le vol subaquatique, exactement comme finalement les raies manta, avec un hyperdéveloppement du manteau. Voilà ce que ça donne. On a donc un déplacement vers l'avant, et petit à petit, donc à coup une sorte de ping-pong en fait, où l'idée de l'artiste est modélisée en 3D. Marc m'envoie sa première version de sculpture 3D. Moi, j'essaie d'inventer une histoire en fait à tout ça, une histoire évolutive en fonction des espèces actuelles. On se met d'accord, on corrige peut-être quelques trucs, et puis ensuite on met de la texture, de la couleur, et puis on va même un petit peu plus loin en termes de développement, pour asseoir un petit peu cette espèce de fiction, encore une fois. Ce n'est pas une prédiction. L'évolution des espèces, je le répète, je le rabâche, n'est pas prédictible. Alors, elle est peut-être prédictible à l'échelle d'une population de bactéries dans un milieu très contrôlé pour les biologistes ou les microbiologistes qui sont dans la salle. Mais à l'échelle des espèces sur 10 millions d'années, vous pouvez vous accrocher. Il y a trop de paramètres en fait, qui rentrent en jeu pour modéliser réellement l'avenir en fait, de l'évolution des espèces. Donc place à l'imaginaire finalement. Alors les oiseaux, on s'est aussi amusé sur ce groupe-là intéressant parce que, surtout en termes de paléontologie, les oiseaux sont des dinosaures à plumes finalement. Donc il y a quelque chose de jubilatoire pour un paléontologue d'imaginer des dinosaures dans 10 millions d'années. Les oiseaux se portent très bien aujourd'hui, ils sont présents sur tous les continents, ils occupent des maillons de chaînes alimentaires variées, il y a des granivores, il y a des charognards, il y a des animaux herbivores, prédateurs, nocturnes, diurnes, il y a des animaux terrestres, il y a des animaux inféodés à nos civilisations qu'on a rayées de la carte, tout comme les grands animaux terrestres qui ont un mode de dispersion, enfin un degré de dispersion assez limité puisqu'ils ne volent plus et qui sont plutôt inféodés à nos parcs zoologiques, donc quelque part à l'humain. On a rayé de la carte aussi l'humain, pour être tranquille, sans non plus faire de prosélytisme ou autre. On s'est dit que dans notre exercice de pensée,
On va mettre de côté en fait l'humain. Ça a déjà été traité 10 000 fois par les auteurs de SF. On pourra en parler. Barjavel, par exemple, pour la littérature française, avec Un voyageur imprudent, ou H.G. Wells pour la littérature britannique, La machine à explorer le temps. Et puis il y en a plein d'autres qui ont imaginé en fait le futur de l'homme d'une manière plus ou moins plausible d'ailleurs. On a gardé quelques piafs intéressants, notamment les psittacidés, qui sont quelque part intelligents, qui présentent en fait pour le gris du Gabon un psychisme proche d'un enfant de 4 ans, capable d'échafauder des stratégies pour que la graine puisse tomber dans un labyrinthe, capable de répéter évidemment, d'où le psittacisme, des paroles enregistrées, capable de se déplacer dans un milieu hétérogène en 3 dimensions qu'est la forêt à l'aide de ce 3e membre qu'est le bec. Et puis, on s'est penché sur le manchot empereur, le manchot d'Antarctique, qui est bien adapté, entre guillemets, au froid, et qui remonte quand même encore quelque temps sur la banquise pour se reproduire et puis pour se balader un petit peu. Bon, là, on a poussé à l'extrême, en fait, une adaptation déjà existante. On n'a pas pris le contre-pied, si vous voulez, de l'adaptation existante. Donc, on a imaginé un manchot complètement aquatique. Alors, pour imaginer ça, il faut se pencher sur le squelette du manchot. Et puis, on imagine, en fait, alors Néopigocelis, on ne s'est pas trop creusé la tête, là. On a mis néo, le préfixe néo, c'est nouveau. Pigocelis, c'est déjà le nom de genre, en fait, du manchot. Alors, c'est un très bon plongeur, capable d'apnée, 22 minutes. Donc on a joué aussi là-dessus pour l'imaginer encore plus aquatique, avec des mélanges d'adaptation piochés dans d'autres formes de vie pulmonées. Ce sont des oiseaux, donc ils ont des poumons, donc ils plongent en fait en apnée. On a pensé aussi au cachalot. Le cachalot, c'est un cétacé, donc c'est un mammifère, donc il a des poumons. Et lui, le cachalot, c'est le record en fait de plongée en apnée, quelques heures. Et puis le record aussi de plongée en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a ses organes vitaux, le cerveau et le cœur, qui sont emmaillotés de capillaires, de veines et d'artères, si vous voulez, qui, à très grande profondeur, quand il fait noir et froid et que vous êtes en apnée, il faut quand même irriguer un minimum certaines parties du corps. Sinon, c'est la syncope et puis vous sombrez dans les abysses. Donc on a fait aussi des copier-coller pour justifier quelque part en fait ces formes de vie-là. Et voilà à quoi ressemble Néopigocelis. Comme par hasard, vous allez me dire, ça ressemble à un ichthyosaure. Les fameux reptiles qui évoluaient dans les océans et les mers à l'époque des dinosaures. Alors on a toujours des ailes qui font plutôt office de palettes natatoires finalement que d'ailes volantes, évidemment, chez le manchot. On a là, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a un bec avec des dents. En tout cas, un bec corné. Et ça, c'est possible. C'est possible parce qu'en fait, les oiseaux aujourd'hui ont gardé en mémoire génétique, entre guillemets, cette possibilité de faire des dents. Il y a des généticiens qui se sont même amusés à greffer un mésenchyme dentaire de poulet, du tissu organique de la gencive de lézard, sur un embryon de poulet. Et à la naissance, en fait, alors vous n'avez pas un dinosaure qui sort de l'œuf, on n'est pas dans Jurassic Park non plus, mais vous avez un poussin qui présente en fait un bec légèrement dentelé. Ce ne sont pas des vraies dents, contrairement aux dinosaures, mais ça montre que les oiseaux ont gardé dans leur capacité génétique cette activation du gène architecte, on appelle ça des homéogènes, à fabriquer des dents, comme c'était le cas à l'époque des dinosaures. Vous savez que les oiseaux, je ne vous apprends rien, sont finalement des dinosaures à plumes. Certains dinosaures ont développé non plus des écailles, mais des plumes. Pas pour le vol d'ailleurs au début, mais pour mieux réguler la température interne du corps. Et puis ensuite, les dinosaures, la plupart en tout cas, ont disparu il y a 66 millions d'années. Et puis les oiseaux, qui existaient déjà à l'époque, s'en sont bien sortis. Peut-être d'ailleurs grâce à leurs plumes. Et donc on a pensé en fait cette forme de vie-là avec par contre une transformation des pattes arrière, parce que finalement ça ce sont des pattes avant. Les ailes, ce sont des membres antérieurs transformés en fait
au niveau squelettique. Donc on a un corps en fait assez horizontal, retenu par sélection naturelle pour la plongée sous-marine. Et puis on a une sorte d'aileron, c'est pas tout à fait un vrai aileron, mais qui fait office de sonar aussi pour des raisons physiologiques. On a pompé ça, encore une fois, chez les cétacés, où le sonar en question est logé au-dessus du crâne. C'est ce qu'on appelle le melon. C'est cette espèce de bosse que les dauphins, les cachalots et beaucoup de cétacés ont. C'est une espèce de boule de graisse qui permet l'écolocation. L'écolocation, pardon. Et l'écolocation, c'est très important pour eux parce que quand vous êtes dans un environnement sombre en 3 dimensions, vous émettez des ondes sonores qui vous reviennent en fonction de ce qui se passe autour de vous. Vous avez une sorte de cartographie 3D d'ondes sonores que vous recevez grâce au même organe et que vous décryptez au niveau du... C'est un sens en plus, en fait, que malheureusement, la plupart de nous, sauf Daredevil pour les fans de science-fiction, n'ont pas. Voilà. Ensuite, m'a painté le Néopygocélis. Alors là, Marc s'est amusé à orner le bec de différentes couleurs pour évoquer un petit peu les dents. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment pensé en fait aussi l'animal en termes de série de croissance. Vous avez ici le bébé manchot du futur. Si vous voulez vous faire des peluches ou des jouets, il suffit de cliquer sur imprime en 3D et puis vous avez ces bébés manchots du futur. Alors c'est mignon, c'est sympa, tout ça. Et on a pensé aussi à d'autres formes un peu plus horrifiques, un peu plus monstrueuses au sens morphologique, si vous voulez, notamment en se basant sur des passereaux désertiques, en tout cas adaptés au milieu désertique. Là, vous avez un petit passereau saharien qui s'appelle Eunanthe leucopyja. C'est un petit oiseau, en fait, qui est capable d'ailleurs de tenir sur le sable hyper chaud qui présente des températures, genre, vous mettez un doigt de pied, vous êtes brûlé. Lui, il a des écailles, en fait, assez balèzes au niveau des pieds, qui lui permet de se déplacer au sol pour chercher à bouffer. Et quand on regarde, en fait, un embryon d'oiseau actuel, on peut s'amuser aussi à faire du morphing. Finalement, les animaux du futur, c'est ça. Vous prenez soit un squelette d'adulte, soit un squelette de juvénile ou d'embryon, qui est encore plus plastique, parce que en cours de développement, et puis vous l'étirez, vous en faites ce que vous voulez. Il suffit ensuite de justifier un petit peu votre démarche et puis le tour est joué. Donc on a imaginé en fait une sorte d'oiseau du futur désertique, souterrain, cavernicole, qui creuse des galeries ou qui construit en fait des sortes de termitières géantes dérivées à partir d'une forme un petit peu embryonnaire et qui évoque comme par hasard, en fait, ce qui existe déjà, encore une fois, dans la nature actuelle, à savoir la taupe, ou alors le rat taupe. Là, on a un joli exemple de convergence évolutive. Vous avez deux groupes très différents de mammifères qui ont de loin les mêmes gueules, la même silhouette, parce que vous avez une adaptation poussée, en fait, au milieu souterrain. Voilà ce que donne Talpidornis, l'oiseau taupe du futur. C'est une sorte de poulet horrible. Il n'y a plus de plumes, sauf au niveau des petites moustaches pour permettre de se déplacer et de se repérer en fait, dans les tunnels, avec des ailes non pas atrophiées, mais assez simples, mais en même temps hypertrophiées, utiles pour creuser, et puis des pattes arrière qui vont ensuite dégager en fait, le sédiment tout autour. Donc tout ça, on a essayé de justifier, bien sûr, avec donc, les ailes puissantes et griffues. On a aussi un hyper-développement de la ceinture scapulaire. C'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui des oiseaux volants. Ils présentent notamment un bréchet, c'est-à-dire un os, une excroissance en fait, du thorax, qui permet l'insertion des muscles pectoraux balèzes chez les oiseaux, parce que souvent utilisés pour le vol. D'autres exemples, alors je vais passer sur les oiseaux. Moi j'ai un train demain matin, donc je peux rester un moment à vous montrer des animaux du futur, il n'y a pas de problème. On va passer à un carnivore sympathique, c'est un perroquet géant du futur. Tyrannornis, alors bon, le nom de genre est un peu vendeur, ça évoque tout de suite le Tyrannosaurus.
le dinosaure théropode carnivore et super prédateur du Crétacé, on a fait une sorte de copier-coller sur une base de perroquets, de gris du Gabon. Alors évidemment, des grands oiseaux carnivores ou en tout cas terrestres existaient déjà au temps de la préhistoire entre guillemets. Hein. Vous avez au Paléocène et Ocène, il y a environ 50 millions d'années, des formes qui se sont éteintes aujourd'hui, mais qui ont évolué sur Terre à l'époque. Voilà ce que donne le Tyrannornis. Un affreux perroquet terrestre uniquement, dont les ailes sont atrophiées. Là, vous avez en fait le mâle uniquement. On a aussi la version femelle avec un ramage, un plumage, hein, comme dans la fable, plus développé. Et on a aussi inversé un petit peu parfois le comportement. Hein, souvent, chez les oiseaux, il y a des comportements intraspécifiques très complexes, où le mâle, comme chez le paon, par exemple, fait la cour, avec des plumes qui servent au niveau locomotion absolument à rien, qui sont handicapantes même pour le vol, mais on est au seuil entre l'hyperdrague et l'handicap au niveau du vol. Mais ça marche, puisque ça existe encore aujourd'hui, c'est encore retenu. Bon, c'est un petit peu sélectionné par l'homme, le paon, mais pourquoi ne pas imaginer aussi des plumes intéressantes en ce qui concerne les oiseaux. Et puis chez les mammifères, on s'est creusé aussi un petit peu la tête. On s'est dit, bon, les rongeurs, quand vous lisez ou quand vous regardez des séries ou des films de SF, de science-fiction, les rongeurs sont souvent utilisés dans les prospectives de ce genre-là pour imaginer des sortes d'hommes-rats du futur, où c'est souvent, enfin, c'est assez récurrent. Donc on s'est dit, bon, on va éviter les rongeurs, même si c'est quand même le premier groupe le plus diversifié au sein des mammifères. On va prendre le deuxième groupe, c'est-à-dire les chauves-souris. Et on s'est dit, tiens, les chauves-souris, aujourd'hui, ça vole. Alors, on en a fait des volantes et des géantes, notamment une Gigapterus tropospherus, d'une envergure de 11 mètres de large. 11 mètres, c'est pas si délirant que ça, puisque à l'époque, encore une fois, des dinos, vous aviez des ptérosaures, les reptiles volants, notamment le Quetzalcoatlus, qui faisait 11 mètres, enfin 10 à 12 mètres d'envergure en fonction des reconstitutions. Et puis encore aujourd'hui, vous avez des oiseaux, l'albatros par exemple, ou le grand condor, où vous êtes entre 3 mètres 5 d'envergure. Hein, donc on a imaginé en fait une chauve-souris volante de 12 mètres, pour s'amuser bien sûr, et puis une autre chauve-souris qui, elle, est uniquement terrestre et hématophage, comme le vampire, le vrai vampire actuel. Hein. C'est quelques espèces en fait, de chauves-souris d'Amérique centrale essentiellement, qui se collent, enfin qui s'agrippent au bétail et qui mordent le bétail jusqu'au sang. Ils sécrètent en mordant une sorte d'anticoagulant qui lui permet en fait à l'animal de lécher tranquillement le sang du pauvre bétail qui va être rapidement infecté par une petite dose de virus que transporte l'espèce au niveau buccal. Hein, c'est bien dégueulasse. Et on s'est basé sur le vrai vampire, hein, pas le vampire mythologique de Dracula, pour imaginer une sorte de Nosferapoda, hein, en l'honneur effectivement à Nosferatus, une sorte d'affreux gremlins du futur, avec toujours le système d'écolocation, hein, et puis ces membres antérieurs-là, ces pattes avant, qui étaient autrefois, on va dire, des ailes volantes chez ses ancêtres actuels, si je puis dire, on a gardé en fait la structure. Hein. On a hypertrophie des doigts, on a disparition de certains doigts, et on a finalement des membres antérieurs qui vont être utilisés plutôt à des fins de locomotion terrestre. Voilà une jolie vue de semi-profil avec une vision stéréoscopique. Voilà un petit peu l'histoire de la structure squelettique à l'intérieur du bras de Nosferapoda. On s'est amusé à comparer, en fait. Là, vous avez un ptérosaure, hein, donc ère secondaire ou mésozoïque plutôt, avec la structure en fait du bras. C'est notre bras. Notre bras il n'est pas représenté là, mais on a exactement les mêmes éléments. Hein. Humérus, radius ulna, vous avez les métacarpes, les carpes, métacarpes et phalanges.
Et ensuite, l'évolution compose en fonction des contraintes externes. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, on va prendre ça, puisqu'on part, en fait, de chauves-souris actuelles, et puis on va faire une régression de ces métacarpes-là, et puis ce pouce-là va être dirigé vers l'avant, et va aussi servir de structure portante. Tout ça est quelque part réfléchi. C'est un délire raisonné, si vous voulez. Et puis pour finir sur les mammifères, vous avez, on s'est dit, bon, les rongeurs c'est quand même sympa, quel est le plus gros rongeur actuel pour faire un truc un peu imposant? C'est le capybara. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de gros cochons d'Inde, on va dire, rongeurs. Donc il y a les incisives qui sont proéminentes, il n'y a pas de canine, il y a à la place en fait un vide au niveau de la denture, c'est ce qu'on appelle le diastème, et puis vous avez des molaires très développés et très complexes chez les rongeurs, parce que faut bien qu'ils mastiquent ensuite la nourriture qu'ils rongent. Le capybara, c'est le plus gros du monde. Il fait plusieurs dizaines de kilos quand même. C'est un bon gros pépère qui vit en Amérique du Sud essentiellement. Et on a pris le squelette et on s'est amusé à imaginer un super capybara. Voilà le capybara à gauche. Ici, pareil, on a fait un petit morphing sympathique avec des incisives encore plus proéminentes. Du coup, il a un petit peu une tronche de sanglier, mais on n'est pas chez les suidés. Convergence évolutive oblige. On a une tête massive, des membres antérieurs bien robustes, et puis on a une forme de vie qui doit se nourrir d'écorce et qui doit bien ravager les forêts, comme aujourd'hui les sangliers ravagent nos campagnes également. Hypertrophie de la glande sudoripare, post-nasale. Et je terminerai sur une autre forme de vie, allez, la dernière, qu'on a un petit peu jetée dans les oubliettes de la biologie spéculative, parce qu'on s'est quand même arraché ce qui nous reste de cheveux, Marc et moi, pour essayer de la valider. Puis on s'est dit, non, en fait, on n'y arrive pas, parce qu'on n'avait pas toutes les cartes en main à l'époque. L'histoire, c'est qu'on s'est dit que ça serait sympa d'imaginer un marsupial du futur. Bon, les marsupiaux, ils sont bien connus en Australie, mais pas que. Il y a l'opossum américain, nord-américain, par exemple, qui est un petit nounours sympa, qui est arboricole. Et on s'est dit, tiens, on va imaginer un opossum, on part de l'arbre, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc volant. Alors voilà ce que ça donne. On s'est bien pris la tête, un truc qui est suspendu à sa queue, comme l'actuel, avec un rostre pointu. Et puis ensuite, on s'est dit, tiens, ça serait quand même sympa de changer, de faire ce qu'on appelle des patagiums, c'est-à-dire des voiles ailaires qui existent déjà chez les mammifères volants. Alors, on a vu les chauves-souris, mais vous avez ce qu'on appelle les galéopithèques, vous avez les écureuils volants, vous avez certains lémuriens aussi présentent une extension de peau. Donc on a poussé un petit peu ça à l'extrême. Et puis on s'est dit, mais finalement ça ne peut pas marcher, parce que la poche des marsupiaux étant dirigée vers le haut, s'il a la tête en bas, boum, c'est pas viable en termes de sélection naturelle. Et puis finalement, il faudrait qu'on le ressorte des cartons, parce qu'entre-temps, un collègue biologiste m'a dit qu'il y avait certains marsupiaux, alors je ne sais plus les espèces, qui présentent en fait une ouverture de la poche, non pas antérieure, mais postérieure. Donc on pourrait finalement revoir toute notre copie et se baser sur cette espèce-là pour rendre la chose un peu plus viable. Et je finis avec une exposition qui a eu lieu au Muséum de Nancy, Muséum Aquarium de Nancy, il y a quelques années maintenant, où ils ont eu la bonne idée de mélanger en fait à chaque fois des fossiles de leur collection et en présentant en fait certains animaux du futur pour expliquer justement certaines modalités de l'évolution ou des petits clins d'œil entre l'évolution passée et l'évolution future. Donc je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine ou dans plusieurs années, le temps éventuellement de proposer en fait ce genre de projet d'exposition au Musée des Confluences. Merci encore.
Alors, il nous reste un petit peu de temps pour des questions ou des réactions. On est un petit peu entre nous ce soir, donc profitez-en. On a fait un petit peu un grand écart entre les sciences et la fiction, mais c'était aussi le but du jeu. Donc voilà, je suis disponible si vous avez des questions avant la séance dédicace ou des réactions, des critiques, positives ou négatives. Marc Boulet et moi sommes preneurs pour la prochaine édition des Animaux du futur. Bonsoir, merci pour la conférence, passionnant. Bonsoir. Moi, je me pose une question. Pourquoi il y a une tendance chez les espèces qui évoluent à devenir un peu plus petites par rapport à ce qu'on pouvait avoir? Vous avez parlé de chauves-souris immenses, les dinosaures qui étaient beaucoup plus gros que ce qu'on peut trouver maintenant. Donc, pourquoi il y a une tendance à ce que les tailles se réduisent? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans l'extrapolation de vos espèces? Alors, oui, bonne question. Effectivement, ce qu'on observe, c'est que quand une espèce se porte bien, quand elle a suffisamment de ressources nutritives, quand elle a un espace biogéographique en jargon biologique suffisant, elle a tendance à grandir. En fait, c'est ce qui s'est passé à notre échelle à nous entre, on va dire, l'Australopithèque moyen et l'Homo sapiens moyen. Vous avez une augmentation de taille, même si on n'est pas dans le même genre, on reste dans la même famille de primates hominidés. Là, dans les animaux du futur, on a essayé de varier un petit peu les spectres de taille. Alors, je vous ai peut-être présenté les plus spectaculaires, j'ai parlé de formes géantes, mais on a aussi développé des petites formes, notamment le petit Cosima, qui est un colibri du futur, qui est uniquement terrestre, alors que le colibri est un oiseau merveilleux qui est capable de vol stationnaire d'ailleurs, et nectarivore. Alors on a gardé le régime nectarivore, mais on a fait un tout petit oiseau très léger, très gracile, qui se balade en fait de plante en plante à pied et qui va se nourrir et en même temps se reproduire parce que les espèces sont inféodées en fait à des plantes différentes. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté, mais effectivement, alors on ne peut pas forcément non plus parler de tendance. C'est vrai qu'on a l'impression, quand on se tourne, quand on plonge dans le Mésozoïque à l'époque des dinosaures, que tous les dinosaures étaient grands, majestueux, comme le T-Rex, le Diplodocus. Là, vous avez un magnifique Camarasaurus dans l'expo permanente. Pardon. Et puis, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une moyenne beaucoup plus faible. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ce que vous voyez dans les documentaires, ce sont aussi les espèces les plus spectaculaires. 80% environ des dinosaures ne dépassaient pas 2,50 m de haut ou de long. Donc déjà, on est recalé un petit peu recalé. On a une vision de l'évolution de la taille moyenne différente quand on prend en fait en compte l'éventail du spectre de taille en fonction des espèces. Mais c'est vrai, encore une fois, qu'on observe une tendance au gigantisme quand vous avez un espace assez confort et puis suffisamment de nourriture à portée de main. Inversement, si vous êtes sur une île et que vous êtes un grand mammifère, comme les éléphants, vous avez tendance en fait à des formes naines, comme c'est le cas chez les éléphants fossiles qui sont connus sur certaines îles en Grèce ou en Italie. En fait, ça va dans les deux sens. Tout dépend finalement de votre... les généticiens parlent de fitness génétique ou on va dire de conditions de vie au niveau de l'environnement externe. Oui, il y a plusieurs questions. Monsieur, le micro arrive. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la conférence, c'était trop cool. J'avais juste une question. Dans quelle mesure vous pensez, vous, que la fiction, la SF, la spéculation, tout ça, c'est important, utile ou bénéfique pour la recherche scientifique en général? Alors, bon, vous prêchez un converti, donc moi j'aime bien la science-fiction et je m'amuse d'ailleurs quand je vais voir un film ou quand je lis une œuvre à analyser le monstre en question ou l'extraterrestre en question comme si je trouvais cette forme de vie-là entre deux strates géologiques et puis j'essaie de repositionner ça dans l'arbre du vivant. Enfin, je m'amuse, quoi. Après, la science-fiction,
elle a toujours finalement inspiré les scientifiques. Regardez par exemple la navette spatiale, enfin c'était plus un prototype qui est resté dans l'atmosphère, qui n'est pas sorti, mais qui s'appelle Enterprise. C'est un joli clin d'œil en fait à Star Trek. Et puis il y a plein d'exemples. Le compte à rebours. Alors plutôt peut-être en aéronautique et en exploration spatiale effectivement. Mais le compte à rebours des fusées, 10, 9, 8, ça à la base, c'est une œuvre de science-fiction du siècle dernier, dont j'ai oublié en fait le nom. Je crois que c'est Frau am Mond, la femme sur la Lune en fait, où l'auteur, donc le littéraire, imagine en fait plutôt de compter de 0 à quelque chose, on va en fait décliner pour être sûr qu'à 0, eh ben, on met en marche en fait tout le protocole de décollage du système en question. Donc on voit en fait qu'il y a des ponts. Et finalement, quand on parle de paléo-art, c'est pas pour rien que Demain les animaux du futur, c'est un projet à la base qui a été réalisé, qui a été proposé par un paléo-artiste, parce que là où on a des données manquantes en paléontologie, puisque nos fossiles sont par définition presque fragmentaires, quand vous voyez un fossile complet, c'est finalement extrêmement rare. Et là où on a des parties manquantes, on les remplace par l'espèce mieux connue, la plus proche, jusqu'à preuve du contraire. Mais pour tout ce qui est alors masse musculaire, non, parce qu'on a quand même des données de plus en plus précises, en tout cas sur la masse musculaire en fonction des apophyses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais les couleurs, par exemple, les couleurs des dinosaures, bon, alors là, on a quand même quelques données en fonction de certaines conservations exceptionnelles, notamment chez des jolis dinosaures à plumes qui nous viennent du Jurassique et du Crétacé aussi de Chine, qui ont conservé la plume. Les plumes sont comme pétrifiées grâce à un sédiment très fin. C'était connu, cela dit, depuis Archaeopteryx, l'espèce de dinosaure oiseau découvert en Bavière au 19e. Mais là, chez les fossiles chinois, on a des mélanosomes qui sont préservés au niveau microscopique. Donc vous avez des cellules pigmentaires, de la matière organique qui peut vous donner en fait des informations, non pas sur la couleur, cela dit, mais sur les tons clairs ou foncés ou zébrés ou etc. Donc, mais ça c'est le Graal en paléontologie. Quand on tombe sur un squelette comme ça, c'est champagne direct parce que c'est très rare en fait. Donc, à défaut d'avoir des données complètes, les artistes en fait nous proposent des reconstitutions avec des couleurs. Alors il y a des modes, hein. Il y a des modes, et puis une reconstitution de dinosaure, elle vaut le temps de sa reconstitution. J'ai envie de dire, regardez par exemple l'iguanodon. L'iguanodon, c'est un dinosaure qui a été découvert notamment en Belgique, qui était reconstitué au début, entre guillemets, n'importe comment. Je ne veux pas jeter la pierre aux paléontologues d'autrefois, mais on a une vision complètement différente entre une sorte de reptile pâteau massif avec une corne au-dessus du nez. On s'est rendu compte que la corne en question, c'était en fait une sorte d'ergot au niveau du pouce, et que la bête n'était pas du tout quadrupède, massive, trapue et bébête. C'était un truc bipède, de temps en temps quadrupède, mais super souple et leste, avec des tendons et des ligaments très bien développés au niveau du squelette axial, etc. Donc on est amené à revoir aussi nos copies. C'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, on est en perpétuelle évolution, et grâce aux artistes, on a de temps en temps des visions surprenantes. Moi, il m'est arrivé, quand je travaille toujours aussi avec Alain Beneteau, qui est un artiste paléontographiste finalement, donc il travaille en 2D. Il m'a appelé un jour en me disant, écoute, tes planches anatomiques là, entre l'arrière du toit crânien et puis l'angulaire, c'est-à-dire l'extrémité postérieure de la mâchoire inférieure, ton truc, ça va. J'ai du mal à voir, à redessiner en fait l'articulation. Je dis, ah bon, t'es sûr? Bon, je suis allé revoir le fossile, et en fait, j'avais pas vu qu'il manquait ce qu'on appelle la région post-glénoïde qui assure l'articulation de la chose. Donc là, ça c'est super comme exemple. C'est vraiment un échange entre
l'artiste et le scientifique. C'est pas une reconstitution de dinosaures, c'est pas une commande d'un scientifique vers un artiste en disant voilà les données, je veux la restitution, entre guillemets, la restitution en 3D. Non, c'est un vrai échange où on dialogue en fait entre art et science, quoi. C'est tout? Ah, madame. Alors, bah, oui et non, parce que c'est vrai que c'est difficile de projeter le climat, comme on l'a vu tout à l'heure, à plus 10 millions d'années, parce qu'on s'est dit, on est en période interglaciaire. Bon, après, on peut imaginer une faune glaciaire du futur, hein. Ça pourrait être une 3e édition. Mais après, on parle de climat au pluriel, effectivement. On a parlé de climat au pluriel. On a tendance à un petit peu mélanger, d'ailleurs, dans l'inconscient collectif, le climat de la Terre. Non, il n'y a pas un climat. Il y a des climats, une mosaïque de climats, et c'était le cas dans le passé. Hein, on a tendance aussi à dire que la température moyenne augmente au cours du Permien entre moins 300 et moins 250 millions d'années. C'est vrai, on a des données géochimiques, mais il y avait quand même parfois des calottes glaciaires au nord et au sud, et il y a des endroits où on se les caillait, quoi. Donc, et puis, cette espèce d'inconscient collectif se retrouve aussi, je fais le pont avec la science-fiction. Prenez Star Wars, prenez Tatooine. Bon, bah, c'est une planète, un climat. Prenez Dagobah, une planète, un climat. Bon, c'est valable aussi pour Dune, mais Dune est un peu plus réfléchi comme planète. C'est la planète Arrakis, hein, pour les fans de science-fiction. C'est l'œuvre de Frank Herbert, avec les vers géants des sables et tout, les Arconèmes, les Fremen. D'ailleurs, il y a une adaptation en cours de Villeneuve. Dune est un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas qu'un désert. Il y a des plateaux rocheux, il y a des cavernes, justement, où vivent les Fremen. Et il y a une géomorphologie. D'ailleurs, Frank Herbert, en même temps de son processus d'écriture, a dessiné une carte imaginaire, mais super précise de la planète en question, en se basant sur un certain Tolkien, d'ailleurs. La boucle est bouclée. Bonjour, j'avais une question aussi. Oui, vous êtes où? Je suis là. Ah, ok. Bah, déjà, merci pour cette jolie présentation, c'était assez intéressant. J'ai plusieurs questions en fait. D'abord, la première, qu'est-ce qui fait que vous avez plus tendance à imaginer qu'une espèce évoluera plus vers le ciel, développe des capacités à voler, des choses comme ça, ou qu'elle évoluera plus vers la mer ou l'eau, développe des capacités à nager. Ensuite, l'aspect de ces évolutions n'est pas très engageant. Je me demande d'où ça vient, s'il y a des explications. Pourquoi c'est quand même des espèces qui font peur. Des animaux, la plupart, j'aimerais pas les rencontrer. Ensuite, la troisième, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question ou vous avez essayé d'imaginer qu'il y aurait aussi une évolution cérébrale, plutôt que physiologique? Oui. Alors je réponds d'abord, je réponds dans le désordre parce que c'est plus frais. L'évolution cérébrale, effectivement, on l'a entre guillemets implémentée chez Tyrannornis, qui est un perroquet finalement. On a développé des comportements et des sortes d'intelligence collective avec. On a inventé, alors c'est dans le texte, hein, je n'ai pas présenté les textes, mais des comportements en meute qui permet d'optimiser en fait la chasse. On a aussi développé le mode intelligence chez Rambosepia, cette espèce de sèche losangique du futur, avec différentes couleurs pour exprimer en fait les comportements, l'humeur entre guillemets des animaux. Donc ça c'est pour le développement de la cognition. On ne peut pas forcément parler d'intelligence. De toute façon, ça dépend aussi de votre propre définition de l'intelligence, hein, qui n'est pas forcément reliée à la taille du cerveau, parce qu'un éléphant serait beaucoup plus intelligent que nous. Il y a toujours un rapport, bien sûr, entre masse et complexité cérébrale en termes de circonvolution, bien sûr, dans un volume limité, quand il est limité par une boîte crânienne, mais vous pouvez très bien imaginer une sorte de cognition chez des formes de vie qui n'ont pas de cerveau. Je pense par exemple aux échinodermes, aux oursins, aux étoiles de mer, qui présentent une sorte
de système nerveux en étoiles, hein, comme justement les étoiles de mer, et c'est géré par des ganglions nerveux. Ça peut fonctionner aussi, hein, tout est open en fait en biologie spéculative. Après, pour vous répondre à votre deuxième question sur le côté monstrueux, c'est vrai que il y a certaines espèces, on n'aimerait pas trop les croiser effectivement dans 10 millions d'années. Mais il y a d'autres espèces qui sont très mignonnes, comme les bébés manchots du futur, ou alors le petit Cosima, encore une fois. Il y a d'autres espèces. Là, je vous ai montré les plus spectaculaires, mais on n'a pas forcément trop appuyé sur le mode horrifique pour présenter des formes de vie. Après, ça dépend aussi un petit peu des pattes des artistes. Marc, il est intéressant parce qu'il a tendance, et je trouve que c'est une bonne initiative, à personnaliser en fait ces portraits d'espèces du passé, à rajouter des cicatrices, ce qui fait que les espèces, elles sont vivantes en fait, hein, elles ont une histoire personnelle. Et ça, c'est une petite mode finalement qui existe depuis le King Kong de Peter Jackson, où on voit, alors il a été fait d'ailleurs avec le même logiciel, hein, et tous les orques, le Balrog et compagnie de toutes les adaptations de Peter Jackson sont faits avec le même logiciel. On voit de plus en plus en fait des petites, le King Kong, il a de Peter Jackson, il a des petites cicatrices aussi, enfin il a des petits pustules. Si vous faites un arrêt sur image et si vous observez bien la face du gorille géant, vous allez voir que c'est pas tout à fait symétrique. Voilà, finalement, tout dépend aussi de ce qu'on ressent à la vue en fait du monde vivant. On a souvent tendance à projeter nos propres peurs, nos propres angoisses ou nos propres fantasmes sur le vivant en disant « Ouh là là, un loup, c'est affreux, c'est méchant, ça a des grandes dents, des grandes griffes, c'est pour mieux te manger, mon enfant. » Mais les loups, bon, vous avez moins de chances de vous faire tuer par un loup que par un chasseur en campagne. Il y avait une première question, c'était sur... vous pouvez me rappeler la première question ? Ah oui, oui. Bah là, on n'a pas appliqué de règles, en fait. On s'est appelé ou on s'est vu avec Marc, et puis on s'est dit, bon, il y a une forme arboricole, on peut la faire volante éventuellement, parce qu'elle est déjà un petit peu à l'interface entre ciel et terre. Il y a une forme marine, on va peut-être encore plus pousser l'adaptation déjà présente chez le manchot. Par contre, il y a une forme volante, et ben on va la faire souterraine ou inversement. Donc on n'a pas trop appliqué de règles systématiques. On a fait un petit peu au feeling, et puis soit on a pris, en général, on a pris soit le contre-pied, soit on a poussé à l'extrême une adaptation existante. Voilà. Oui. Le pauvre colibri du futur. Alors oui, non, mais c'est vrai, mais après, on a quand même pris en compte l'énergie dépensée du colibri pour voler en stationnaire, c'est énorme, par rapport en fait à la quantité à l'énergie ingurgitée. En fait, tout est une question d'équilibre. Dans l'évolution du vivant et même dans notre vie classique, si vous mangez pas assez et que vous faites du sport comme un barjot, vous allez tomber en hypoglycémie. Bon, le colibri, en fait, il arrive à un seuil où le mode de déplacement, par rapport en fait à l'énergie ingurgitée du nectar, qui est quand même une bonne source de glucides, hein, il dépense tellement d'énergie pour voler qu'il est limite. Donc on s'est dit, ça peut justifier un colibri terrestre du futur. Mais on peut discuter de toutes les formes possibles, il n'y a pas de souci. Oui, bonsoir. Oui. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cet exposé. Voilà, vous nous avez présenté des formes très, très originales et surprenantes pour certaines, mais toutes issues de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire un oiseau, des mammifères, des mollusques, des poissons. Est-ce qu'on pourrait imaginer carrément l'éclosion d'une nouvelle classe animale, d'un nouvel embranchement? À partir de quelle pression environnementale? Ou alors est-ce que c'est tout bonnement inimaginable?
Alors c'est tout à fait imaginable. Effectivement, on n'a pas créé ce qu'on appelle en jargon de systématicien de nouveaux clades. Vous avez vu des reptiles, vous avez vu des mammifères, vous avez vu des mollusques. Mais on peut très bien imaginer en fait l'apparition de nouveaux clades. Alors peut-être, sans faire le Nostradamus de l'évolution des espèces, mais peut-être un peu plus tard. Parce que 10 millions d'années, encore une fois, ça nous a paru suffisamment proche de nous pour faire du nouveau, mais en restant sur des bases, on va dire, systématiques ou de structures déjà connues, et puis suffisamment loin pour créer du morphing, s'amuser un petit peu avec des formes de vie. Mais peut-être que à plus 20 millions d'années, dans le cadre du même exercice d'évolution spéculative, on peut imaginer l'apparition de nouveaux clades. D'ailleurs, ça s'est déjà fait. Oui, tout à fait. Alors après, ça implique une reconfiguration des écosystèmes avec une extinction peut-être encore plus drastique que les estimations de la 6e extinction. Donc il faudrait finalement imaginer une méga extinction comme celle qui a eu lieu il y a 250 millions d'années, où vous avez 90% des espèces qui sont rayées de la carte, pour s'amuser à réfléchir à de nouveaux groupes complets. Ouais, c'est une bonne idée. Bonsoir. 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 J'ai une petite question. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez évoqué ça dans votre conférence, mais c'était pour rebondir à votre réponse sur la science-fiction. Est-ce qu'il y a des passerelles entre votre travail et l'exobiologie? Et moi, je voulais savoir votre intuition, votre croyance sur l'exobiologie. Est-ce que vous imaginez, comme certains exobiologistes le pensent, que la vie est répandue dans l'univers à des stades comme on peut le voir sur Terre, par exemple des organismes qu'on voit dans l'océan? Ouais, je voulais avoir votre intuition là-dessus, savoir. Alors, mon intuition, effectivement, ça reste une intuition, parce que pour l'instant, on ne connaît pas de forme de vie ailleurs que sur Terre. C'est peut-être une question de temps, en fait, selon moi, parce que sur Mars, par exemple, alors on n'a pas de martiens visibles, ni de construction bizarroïde, mais Mars, c'est un petit peu la jumelle de la Terre, et il y a 3 milliards d'années, Mars était recouvert d'eau. Il y a encore de l'eau sur Mars, mais c'est sous forme d'eau solide, de la glace interstitielle entre les grains du régolithe martien. Il y a encore un petit peu de glace visible au niveau des pôles martiens, nord et sud. Il y a 3 milliards d'années, sur Terre, la vie était déjà bien développée, mais sous forme de bactéries. Et à l'état fossile, c'est ce qu'on appelle en fait des stromatolites. Ce sont des fossiles réels que l'on trouve dans les strates géologiques. Vous avez en gros une couche d'algues, ou une couche de sédiments, une couche de bactéries, une couche d'algues, une couche de sédiments, etc. Vous avez des sortes de sandwichs qui forment des colonnes ou des sortes de choux-fleurs en fonction un petit peu des espèces et des associations en fait qu'il y avait à l'époque. Bon, on pourrait très bien imaginer dans les strates sédimentaires du régolithe martien, daté de moins 3 milliards d'années, la présence de stromatolites. Mais pour l'instant, les sondes que l'on envoie en fait sur Mars, alors elles sont équipées pour analyser quand même analyser chimiquement en fait le matériel martien, régolithe. Et puis là, on vient d'envoyer une sonde qui a percé en fait une partie superficielle, certes, de la surface, mais à des fins de compréhension de la structure interne de la planète. Donc on avance petit à petit, mais peut-être que demain, si on embarque en fait des caméras puissantes dans ces trous de sondage, équipés de logiciels d'intelligence artificielle qui permettent de repérer des structures similaires à nos stromatolites terrestres, peut-être que demain on va les trouver. Ça c'est une chose. On reste même dans le système solaire. Après, si vous imaginez que la Terre à 4,5 milliards d'années. Et que les premières formes de vie, en fait, elles n'ont pas 3 milliards d'années. Les biochimistes ou les paléontologues se battent un peu sur la plus ancienne, etc. Mais vous êtes, la première trace de carbone organique, c'est 4 milliards. Donc ça veut dire qu'en 500 millions d'années, ce qui est assez peu par rapport à une durée de vie totale d'une planète de 8 milliards d'années, en 500 millions d'années, vous avez déjà de la matière organique qui s'assemblent rapidement, et puis selon le modèle de la panspermie, vous avez aussi des acides aminés au sein même de comètes ou de météorites.
Et à cette époque-là, la Terre était bombardée, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la phase lunaire, parce que les cratères sont encore visibles sur la Lune, alors qu'avec l'atmosphère terrestre, tout ça est érodé. Mais vous avez une phase lunaire, à peu près à ces temps géologiques très profonds, où la Terre a été littéralement bombardée de météorites, ou de comètes, ou de ce que vous voulez, d'astéroïdes très riches en acides aminés. On en compte maintenant, on arrive à quand même analyser en fait les structures internes de certaines comètes ou certaines météorites. C'est riche en acides aminés. Alors les acides aminés, ce sont les briques du vivant, c'est pas tout de suite des cellules vivantes. Mais regardez l'éventail en fait du vivant sur Terre, que ce soit vous, une bactérie ou un insecte ou un crabe ou une plante, c'est juste une combinaison d'une vingtaine d'acides aminés. Imaginez le nombre d'exoplanètes connues aujourd'hui. On en est à 4000. Alors, ce n'est pas forcément, effectivement, toutes des exotères, c'est-à-dire des planètes telluriques avec forcément une atmosphère, etc. Mais plus on avance, plus on se rend compte que c'est possible d'avoir statistiquement en fait, de la vie ailleurs que sur Terre. Alors, peut-être que nous, on verra apparaître les premières découvertes de martiens fossiles stromatolithiques, je ne sais pas, c'est une intuition effectivement, mais je pense que il y a des chances de voir en fait ou de penser à des formes de vie ailleurs que sur Terre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, juste ici, là, à l'autre côté. Ah oui, Ici. ok. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais juste une question. Quand vous émettez des prévisions comme ça sur des animaux, est-ce que vous... Ce ne sont pas des prévisions. Enfin, pas des prévisions, des projections, excusez-moi. Voilà. Est-ce que, vous vous basez surtout sur un élément de leur environnement ou plusieurs éléments, mais est-ce que vous en oubliez pas un petit peu, par exemple pour le colibri, ok, ça lui prend énormément d'énergie, mais ça lui permet d'échapper à certains prédateurs. Est-ce que le fait qu'il soit terrestre, justement, va pas le mettre face aux prédateurs et aura pas des problèmes? Il faut peut-être essayer d'imaginer une nouvelle gestion de son énergie plutôt que carrément le faire devenir terrestre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça qu'à chaque fois, alors je ne l'ai pas présenté effectivement, mais on essaie de replacer l'espèce fictive dans son contexte, avec ses nutriments, plantes ou autres, si c'est un carnivore, avec, on va dire, sa chaîne alimentaire ou son réseau écotrophique. On a parlé un petit peu de croissance, de développement de ces espèces-là, mais je n'ai pas trop parlé d'écologie et c'est ce qui fait d'autant mieux passer la pilule, effectivement, en termes de biologie spéculative. C'est ce qu'on a vu dans Avatar, par exemple, de Cameron. Vous avez des formes extraterrestres imaginées qui ne sont pas super originales, je trouve, parce que c'est une clé de lecture classique. Vous rajoutez une paire de membres, et puis vous avez un peu d'exotisme. Bon. Mais ça passe parce que vous êtes immergé dans des écosystèmes forestiers, par exemple, typiquement sur Pandora, dans Avatar, ou autre. Et c'est important, à chaque fois, d'essayer de justifier en fait l'espèce en question dans son contexte. Alors pour le petit colibri du futur, le petit Cosima, en fait la plante mère lui sert de refuge. Et on a quand même aussi, même pour le méchant affreux Tyrannornis, parce que la notion d'espèce dominatrice nous pose un petit peu un problème, à Marc et moi. On a imaginé un petit malin, un oiseau aussi, ovipare, qui s'appelle comme par hasard Neoviraptor. Alors c'est un petit clin d'œil en fait paléontologique à Oviraptor, qui était un dinosaure théropode. On pensait qu'il mangeait des œufs, mais en fait... c'est pas tout à fait ça. On a dû revoir notre copie en découvrant d'autres squelettes. Mais bon, je ferme la parenthèse. Neoviraptor, en fait, c'est un petit piaf du futur qui se nourrit des œufs du super prédateur et qui prend même en fait la place, quand il reste quelques œufs, dans le nid, un peu comme fait le coucou, qui squatte en fait, dont les petits squattent, enfin les œufs squattent en fait les nids d'autres espèces, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui est énorme, et puis c'est le coucou en phase de développement.
Donc à chaque fois, quand même, on a essayé de, entre guillemets, blinder en fait l'écosystème. Mais on n'est pas à l'abri d'un oubli ou de nouvelles études, par exemple, sur l'équilibre énergétique du colibri ou d'autres espèces qui vont nous permettre de revoir nos copies. Un petit peu comme c'est le cas de l'opossum, où là on s'est dit, bon ben, cette histoire de poche nous a posé problème. Et puis on a trop rajouté aussi, je trouve, de caractéristiques nouvelles. L'évolution des espèces, surtout quand vous avez déjà une structure de type endo ou exosquelette, c'est pas non plus un jeu de Lego, contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines œuvres de science-fiction, ou une pâte molle. Il y a quand même, j'aime pas le terme de programme génétique, mais il y a quand même en fait des gènes architectes qu'on appelle des homéobox ou des homéogènes qui participent en fait à la construction d'un plan morphologique. Mais tout ça est variable, heureusement. D'ailleurs, à chaque génération, que ce soit la vôtre ou la mienne, ou quelles que soient les espèces, la constance, finalement, c'est la variation. Parce que vos descendants ne sont pas comme vous. On n'est pas des clones. Alors, il y a effectivement une sorte de mode de reproduction de type clonage naturel, chez les plantes notamment. Mais le brassage génétique, c'est le moteur de l'évolution. Et en fait, l'environnement externe, il retient ou pas, à coup de sélection naturelle, les formes éventuellement légèrement différentes ou un peu plus différentes de la moyenne, qui vont explorer des nouvelles possibilités adaptatives ou évolutives. C'est de la composition, après. Et puis même si vous êtes au top de votre environnement, vous pouvez vous prendre une météorite sur la tronche et puis on n'en parle plus, quoi. C'est le côté stochastique. Les physiciens parlent de paramètres stochastiques, en fait, le hasard, finalement, dans l'évolution. On se rend compte de plus en plus que la notion de hasard est importante et que, encore une fois, rien n'est tracé dans l'évolution. On va prendre la dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Donc justement, vous parlez de météorites. Justement, c'est un rapport parce que du coup, je trouvais ça marrant en fait que vous ayez fait. Par exemple, vous avez fait une espèce qui ressemble à la chauve-souris. Vous avez fait une autre espèce qui ressemble au sanglier. Enfin, du coup, c'est des espèces que vous avez faites, mais qui ressemblent déjà aux espèces qui sont dans la réalité. Et du coup, je me disais, en fait, et puis en plus, ils sont assez moches, en fait, je trouve, après, du coup, par rapport à la réalité. Et je me disais, mais on a peut-être atteint un stade où, en fait, on peut plus vraiment se développer. Et peut-être qu'en fait, finalement, on va juste se prendre une météorite dans la tête et que ça va tout s'arrêter. Et que ça va repartir éventuellement sur ce que nous, on imagine être des martiens, des petits bonhommes verts ou des trucs un peu dégoûtants. Ouais, alors, la nature, elle n'est pas belle ou moche, déjà. La nature, elle est. Après, c'est l'humain qui plaque ses critères d'esthétique dessus. Bon, ça, c'est une chose. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, je vous ai présenté les espèces les plus emblématiques. Il y en a certaines qui sont un peu repoussantes, c'est fait exprès. Après, en termes de variabilité, c'est vrai qu'il y a le phénomène de convergence évolutive, mais par exemple, le Tyrannornis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a imaginé une sorte d'oiseau assez gros, terrestre, avec un bec en fait denté. Et entre-temps, quelques années après la publication de notre livre, les collègues paléontologues ont découvert, non pas un perroquet géant fossile, mais un groupe de dinosaures qui s'appelle les Heterodontosauridés, qui présentent en fait un peu de loin la tronche de notre Tyrannornis. Alors ça va aussi dans votre sens, en disant que finalement on a très peu d'imagination. Mais en tout cas, on a eu plaisir à développer ces écosystèmes-là. Et puis par exemple, des scolopendres volants, bon, il y a déjà des formes de vie un peu planeuses, mais après, on n'a pas traité non plus d'autres groupes, parce que j'ai pas parlé de plantes non plus. On a développé quelques plantes, mais là aussi, on s'est heurté à la Tout dépend, si vous voulez, le terme d'originalité, bon, c'est un terme subjectif en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui, et de la biodiversité de chaque groupe. Si vous prenez les bactéries ou les plantes, ou même les crustacés, ils ont exploré tellement d'écosystèmes, tellement de possibilités, tellement de morphologie quasi infinie, qu'il a été difficile, en fait, pour nous, en tout cas, peut-être pas pour d'autres, mais de faire du neuf.
Donc, alors ça ne veut pas dire forcément que l'évolution va vers une sorte de stagnation morphologique. Parce que plus on découvre des formes de vie réelles, hein, dans les abysses par exemple, ou dans les forêts, etc., plus on est ébahi par ces gradients de diversité. Donc finalement, c'est relatif aussi tout ça. Mais je pense qu'il faut garder en tête que l'évolution ne s'arrêtera pas, en tout cas avec l'homme, et que c'est un phénomène naturel où la sélection des espèces, la sélection naturelle, en fait, est parfois très surprenante. Il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci.